j'étais presque adulée entre guillemets quand je suis arrivée chez Otis. J'avais fait HEC, j'étais jeune femme, etc. Il y en avait assez peu dans le BTP. Et puis en fait, du jour au lendemain, quand j'ai eu un enfant, tout d'un coup, bizarrement, on venait plus me chercher pour le poste d'après. Enfin, j'ai senti le plafond de verre de façon notoire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas subir. Je vais agir. La plus grande peur, c'est de pas y arriver. C'est peut-être la peur de l'échec, mais en même temps, je te dis ça, mais c'est pas une vraie peur. Pas parce que j'ai très confiance en moi, mais c'est que pour moi, tout échec est potentiellement un apprentissage en fait. On rebondit toujours sur un échec, ça permet de se poser des questions. Donc quelque part, l'entrepreneuriat, c'est aussi une succession de petits échecs qu'on contourne. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Comme le disait si bien Catherine Barba dans mon dernier épisode, ce sont les rencontres qui changent nos vies. Ma rencontre avec Pauline a clairement changé ma vie, à la fois au niveau personnel et professionnel. Je vous laisse découvrir comment et pourquoi en écoutant la suite. Je peux juste vous dire que je suis très heureuse de vous partager les coulisses de la réussite d'une femme exceptionnelle que j'admire énormément. Hier, j'ai appris une super nouvelle. Le podcast est sélectionné pour le 2e tour du prix du meilleur nouveau podcast 2020. Si vous voulez m'aider, vous trouverez le lien en note de l'épisode. Les votes sont possibles jusqu'au 11 avril. Un immense merci. Et comme toujours, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Revenons-en à Pauline. Pauline n'était pas une petite fille comme les autres. Son diplôme d'HEC en poche. Elle travaillera pendant 6 ans chez Otis dans la partie commerciale avant de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Pauline a créé 1001 listes, puis, suite à sa vente au groupe TF1, elle se lance dans une toute autre activité avec deuxièmeavis.fr. Pauline est une entrepreneuse humaine et à succès, mais aussi et surtout une maman de 4 enfants. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Pauline d'Orgeval. Bonjour Pauline. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un objet parce que je suis pas très... voilà, les objets ont peu d'importance pour moi. Et donc, j'ai choisi une bouteille de Mercurey, une bouteille de vin de Bourgogne. Alors, pourquoi ? Parce que la Bourgogne, c'est ma mère que j'ai perdue trop tôt. Et du coup, c'est ma famille. C'est aussi le terroir, donc une vie... simple, en communion avec la nature. Et puis la bouteille de vin, parce que c'est quand même très convivial, ça rassemble, ça se partage. Et puis c'est quand même très bon. Et c'est le fruit d'un savoir-faire assez ancestral français dont on est fier. Ouais. Voilà. Super. Est-ce que tu pourrais nous raconter là où est-ce que tu es née, là où est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis née à Paris. Et j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans en banlieue parisienne, à la Celle-Saint-Cloud, puis à Versailles. Voilà. D'accord. Et t'étais quoi comme type de petite fille ? J'étais une petite fille assez... déjà, j'aimais pas être une enfant. J'avais toujours envie de... parce que je sais pas, j'avais toujours envie d'être avec les adultes. Je trouvais que les conversations d'adultes étaient plus intéressantes. J'avais envie de me mêler de tout ça et on me disait toujours non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et donc j'avais envie de grandir. Et puis après j'étais je sais pas, je me sentais toujours décalée. Donc j'étais un peu bouboule. Donc quand je faisais de la danse, on me faisait toujours faire les trucs de garçon. J'avais des parents assez âgés, donc c'est vrai qu'autour de moi, tous les parents se voyaient tout le temps. Et puis, nous, on était un peu à part. Bon, et en même temps, enfance quand même très heureuse parce que très aimée et très sympa. Mais voilà, j'étais contente de devenir ado et adulte. Ouais. Et du coup, comment tu l'as géré, ça, le fait de te sentir à part ? Bon, enfin, c'est pour pouvoir justement trouver ta place.
Finalement, c'est un moteur aussi, parce que quand on a un peu de recul, quand on n'est pas dans le jeu entre guillemets, alors rien de catastrophique, hein, j'étais quand même mais ça permet de voir plein de choses et de réaliser plein de choses, peut-être plus jeune, donc de mûrir, et puis du coup de voir quels sont nos propres moteurs, les choses qui sont importantes. Donc voilà, j'ai pas eu l'impression d'en avoir souffert, et au contraire, ça a pu être des moteurs pour soit rentrer dans décoder des choses, et puis pouvoir ensuite choisir le type de groupe auquel on veut entre guillemets appartenir, même si je suis pas quelqu'un qui appartient à des groupes, mais surtout à plusieurs. Ouais. Et c'était quoi tes rêves d'enfant? D'adulte, du coup? Alors oui, c'est ça, c'est rêve d'enfant. Maîtresse d'école comme tout le monde. Je voulais être maîtresse d'école, mais après, c'est surtout à 17-18 ans, j'avais envie d'être pilote de chasse. D'accord. Et donc je me voyais bien à la fois dans l'armée pour avoir un rôle d'intérêt général, et puis pilote de chasse parce qu'il y a quand même un peu d'adrénaline. Et puis du coup, je m'étais renseignée, mais à l'époque, parce que j'ai passé mon bac en 87, ça fait loin maintenant, les femmes ne pouvaient pas voler, donc on pouvait être dans l'armée de l'air, mais en tant que mécanicienne. Et là, c'était beaucoup moins sexy et je me sentais beaucoup moins c'est fou, légitime. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et donc, ouais, vas-y. Non, et pour la petite histoire, mais probablement on y reviendra, mais quand j'ai monté Mille et une listes, une des premières mariées que j'ai reçue le soir à 19h30, quelqu'un débarque, et c'était la première femme pilote de l'air. Ah, c'est fou. Voilà. Et donc on a passé quasiment la soirée ensemble. Évidemment, c'était passionnant et assez bouleversant. Voilà. Ça me donne des frissons. C'est fou de voir les hasards de la vie comme ça, qu'il y a des rencontres qui se mettent sur notre chemin et qui nous font des petits clins d'œil. Exactement. Et donc, comment tu te dis, j'ai pas envie d'être mécanicienne, c'est mon rêve, ça ne sera pas ça. Du coup, toi, comment tu l'as vécu et comment tu as rebondi? Alors, je l'ai très bien vécu, parce que quand on a 17-18 ans, c'était pas non plus une vocation comme quand on veut être médecin, par exemple, depuis tout petit. Donc, c'était plutôt que j'avais besoin d'adrénaline, moi. Voilà. Et donc après, de façon assez classique, je me suis dit, je sais pas trop ce que je veux faire, et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une prépa. Et puis voilà, la prépa, ça fait que retarder finalement l'heure des choix. Ouais. Et puis que j'ai retardé aussi après à l'école. Et puis finalement, l'intérêt d'une vie plus d'entrepreneur, c'est que on fait des choix et on peut en changer. Et voilà, c'est pas une vie qu'on choisit, ce sont des vies qu'on choisit. Parce qu'en fait, donc du coup, tu as intégré HEC, et après tu t'es spécialisé avec HEC Entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir du coup la filière de l'entrepreneuriat? En fait, le côté entrepreneur m'a toujours attirée, parce que c'est une façon de choisir son domaine, de choisir les gens avec qui on travaille. Et puis, à chaque fois que j'ai croisé assez peu d'entrepreneurs, en tout cas par ma famille, parce que c'était plutôt soit des agriculteurs, soit des militaires. Mais voilà, j'avais peu de gens dans l'économie et dans l'industrie ou comme entrepreneurs. Mais à chaque fois que je voyais des entrepreneurs, je trouvais que, quel que soit leur âge, quel que soit leur domaine d'activité, c'était des gens passionnés. Voilà. Et passionnés durablement. Enfin, on sentait qu'il y avait une petite flamme qui les faisait vibrer. Et ça me donnait envie. Voilà. Donc, je savais pas encore quel domaine, je savais pas encore quoi, mais le fait de me dire que on travaille, je sais pas, 60 ans de sa vie, et j'avais vraiment pas envie de travailler
sans vibrer et sans être passionnée. Donc voilà, c'est d'abord ça qui m'a intéressée. Et puis après, je pense que ça fait suite aussi à des tas de choses en tant qu'ado, en tant que jeune adulte où j'aimais bien organiser des choses, j'étais assez créative et voilà. Donc je me disais que c'était peut-être quelque chose que je saurais faire. Ouais. Et parce que tes parents, eux, ils faisaient quoi comme métier? Euh, alors, moi, j'ai perdu ma mère très jeune, à 12 ans, et elle travaillait pas, donc j'ai pas eu j'ai envie de dire, d'image maternelle travaillante. Et puis mon père était dans l'industrie pétrolière et avait monté, donc avait quand même entrepris, c'était de l'intra-entrepreneuriat, puisqu'il avait monté un organisme de formation à l'Institut français des pétroles. Voilà. D'accord. Et puis après une carrière militaire. Ah oui, d'accord. Et du coup, il s'est reconverti. En quelque Voilà, sorte. exactement. Carrément même, carrément. Et donc, du coup, quand tu as fait HEC entrepreneur, à cette époque-là, donc tu te disais, bon, bah, la petite flamme de l'entrepreneuriat, ça a l'air chouette. Et quand tu es sortie d'HEC, qu'est-ce que tu as fait? Alors quand je suis sortie d'HEC, j'avais pas l'idée, ou j'avais plein d'idées, mais rien qui me motivait suffisamment. Et puis je suis sortie en 92, et donc c'était une période où c'était pas simple de trouver du boulot, et je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. J'étais vachement attirée par l'art contemporain. Bon, en même temps, les choses plus classiques qui faisaient rêver à l'époque pas mal de jeunes de ma promo, c'était tout ce qui était L'Oréal, LVMH, etc. Et puis, il se trouve que je suis rentrée chez Otis. Donc, ça n'avait rien à voir. Otis, les ascenseurs, filiale du TC, boîte américaine. Et en fait, j'avais fait du bateau dans le cadre de sponsoring de Club Voile d'HEC avec Otis. Et du coup, très vite, ils sont venus me chercher pour me proposer un poste. Et puis, au final, j'attendais des CDI entre guillemets de boîtes dans lesquelles j'avais postulé qui venaient pas ou qui tardaient à venir. Et deux, finalement, tous les gens que je voyais étaient très sympas, et donc je me suis dit je vais essayer, voilà, en attendant mieux. Et en fait, je suis restée 6 ans. J'ai adoré cette expérience où, c'était plus une expérience où j'étais ingénieure commerciale puis chef des ventes, voilà. Et là, j'ai vraiment pris conscience de quelque part de l'importance de la relation humaine, alors évidemment de la rigueur, etc., mais aussi de la relation humaine dans le BTP, parce que finalement l'ascenseur c'est du BTP, et où si tu veux qu'un chantier passe, évidemment en amont il faut quand même être très bien avec tous les techniciens, avec les chefs de travaux, avec voilà, et c'est tout un écosystème. On peut pas que être sur des dossiers, sur de la rigueur, voilà, mais le côté humain est quasiment plus important. Voilà, donc ça c'était une expérience, une très jolie expérience pour moi. Et puis ça m'a aussi permis de voir que j'aimais bien le commercial, que ça me faisait pas peur, et que c'était quelque chose, que c'était un jeu pour moi, et que c'était quelque chose qui m'amusait vraiment. Donc effectivement, j'avais des super performances, et ça m'a énormément aidé pour la suite, parce que souvent quand on entreprend, on a l'idée, mais la partie plus commerciale est souvent assez complexe. Ouais. On en parlait justement avec Catherine Barba, et elle me disait clairement que un entrepreneur, la clé de la réussite, c'est de savoir c'est de savoir justement vendre, parce que si tu sais pas vendre ton idée, embarquer les gens, tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais c'est compliqué, quoi. C'est exactement ça. Il faut d'abord convaincre, parce que souvent on est pionnier. Donc, en tant que pionnier, il y a les 3/4 qui vous disent que ça sera pas possible, et ça, c'est vive la France. Les autres qui pointent les problèmes, ou qui voient pas de modèle économique. Et en fait, oui, il y a déjà une force de conviction qu'on doit avoir, qui
qui est fondamentale. Et puis ensuite, il faut transformer cette force de conviction, parce que entraîner les gens, c'est une chose. Entraîner une équipe, entraîner des investisseurs, entraîner des banquiers, entraîner des associés. Donc ça, c'est une première chose, et c'est cette force de conviction. Puis après, il faut quand même trouver un modèle économique, puis arriver à le traduire et à le vendre. Et c'est deux qualités un peu différentes, mais effectivement, en tant qu'entrepreneur, il faut les deux. Ouais. Ou alors s'associer avec quelqu'un qui l'a. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et donc toi, quand tu étais chez Otis, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce qui m'a fait basculer, c'est d'abord la naissance de ma fille, Bérénice, parce que voilà, Otis, c'est une belle boîte. Je bossais énormément. Il y avait énormément aussi d'extra professionnels, mais qui font partie de ces boîtes. Il fallait aller faire des raids, de la voile, bon. Et puis à un moment donné, quand vous avez un enfant, vous dites que l'essentiel est plus au bureau, il est chez vous, et donc il faut vraiment que le bureau, que le travail vaille le coup. Donc j'étais quand même très heureuse chez Otis, mais j'avais moins de temps qu'avant, et donc voilà, j'ai commencé à accélérer ma volonté d'entreprendre en disant je veux avoir un boulot toujours pareil, passionnant, mais compatible avec une vie familiale. Donc ça, c'est la première chose sur le côté essentiel à la maison. Puis la deuxième chose, c'est que j'étais presque adulée entre guillemets quand je suis arrivée chez Otis. J'avais fait HEC, j'étais jeune femme, etc. Il y en avait assez peu dans le BTP. Et puis en fait, du jour au lendemain, quand j'ai eu un enfant, tout d'un coup, bizarrement, on venait plus me chercher pour le poste d'après. Enfin, j'ai senti le plafond de verre de façon notoire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas subir, je vais agir, quoi. Et donc, pour agir, il fallait prendre quelque part sa vie professionnelle en main, et entrepreneur, c'est une façon d'agir. Ouais. Et donc, du coup, et à quel moment, enfin, je crois connaître l'histoire, mais bon, tu vas nous la raconter. L'idée de Mille et Une Listes, donc, a germé suite à ton mariage. Et donc, effectivement, cette période où j'ai commencé à réfléchir à des idées de boîte, effectivement, je venais de me marier et j'avais trouvé que la liste de mariage, alors que c'est plutôt sympa sur le papier, avait été une expérience épouvantable. Bon, franchement, les petites cuillères, ça fait plus rêver. En argent, ça fait plus rêver grand monde. Maintenant, mais à l'époque non plus. Et puis, alors qu'il y avait plein de choses dont on rêvait. À commencer par des voyages, peut-être, je sais pas, une œuvre d'art, un piano, du vin. Enfin, il y a vraiment plein de choses, de la déco. Et donc, voilà, l'idée, c'était de partir de cette expérience qui aurait dû être sympa et qui finalement l'a pas été, parce que je crois qu'on s'est même engueulé avec mon mari sur place. Et j'ai terminé par faire mon inventaire toute seule. Mais voilà, pour me dire, mais il y a vraiment quelque chose à proposer aux jeunes mariés qui soit là encore plus emballant, plus en accord avec les aspirations du moment, et d'où l'idée de Mille et Une Listes. Cette formidable aventure. Et donc, quand tu as matérialisé l'idée, comment ça s'est passé? Du coup, tu as commencé à monter le projet et à quitter Otis après. Donc, comment tu as organisé ça? Alors, effectivement, donc l'idée, c'était de permettre aux mariés de déposer une seule liste et d'avoir accès à plein de boutiques, online ou offline. Mais à l'époque, le online était balbutiant. C'était c'était vraiment le démarrage. Et puis, j'ai eu la chance d'être en congé maternité. Et donc, pour moi, Mille et Une Listes est indissociable de mon deuxième enfant, Orient. Et c'est vrai que les congés maternité, moi je dis toujours que c'est des mois bénis pour monter sa boîte, parce que évidemment d'abord quand on est enceinte et quand on n'a pas accouché, en général on va bien et donc on a vraiment du temps. Et puis
Et donc, ça nous permet de réfléchir, de faire une étude de marché. Donc, moi, j'ai vraiment fait ça pendant mon congé maternité. Et puis, quand je suis rentrée chez Otis, très vite, hein, j'ai dit que, voilà, j'étais convaincue que l'idée pouvait marcher, que je me sentais capable de monter ce projet, parce qu'il y a toujours moi, j'ai plein d'idées, mais souvent, c'est des idées où je me dirais non, là, c'est trop technique, enfin, je sais pas, il faut qu'il y ait une adéquation entre le projet et puis vous. Ouais. Ses propres valeurs. Le fait, voilà, ses propres valeurs et puis ses propres compétences aussi. Enfin, donc là, il y avait vraiment une alchimie qui fonctionnait. Et donc, je suis rentrée chez Otis en demandant l'équivalent de la rupture conventionnelle à l'époque. Et voilà. Et puis ensuite, ça s'est tout de suite enchaîné avec 4 premières listes de mariage, hein, qui étaient nos 2 meilleurs copains, ma sœur et ma cousine. Mais ça commence souvent comme ça. Et puis, mais grâce à ces gens qui nous ont fait, enfin ces proches qui nous ont fait confiance, une liste de mariage, c'est beaucoup de monde. Et voilà, et ça a démarré comme ça. Ouais, parce que quand on dit faire confiance, en fait, quand on connaît pas les coulisses des listes de mariage, il y a quand même une notion de confiance parce que tu confies l'argent qui t'est donné à l'occasion de ton mariage et on l'a vu plus tard qu'il y a des entreprises de listes de mariage qui se sont montées où les gens sont partis avec les sous de Oui. Donc il y a une vraie notion de confiance dont on ne peut pas se rendre compte en fait. Il y a une double notion de confiance parce qu'effectivement, une liste de mariage, finalement, c'est une sorte de petite banque, hein. On confie effectivement une somme à une structure. Donc, il y avait cette confiance-là. J'ai envie de dire que les proches, pour le coup, l'avaient vraiment, ne se posaient pas vraiment la question. Soit tu restais ami, soit tu prenais les sous. Voilà. Mais par contre, il y avait aussi la confiance. On voit ça dans les early adopters. C'est finalement, tout le monde connaissait le Bon Marché, les Galeries Lafayette et le Printemps. 1001 listes, à l'époque, personne ne connaissait. Et donc, il y avait un risque aussi que les gens fassent du hors liste, que les invités fassent du hors liste parce que les mariés proposaient quelque chose d'innovant. Donc, ça a été très sympa, franchement. J'ai envie de dire, je crois que les 100 premières listes de mariage confiées, je me souviens encore de tous les de tous les noms et voilà. Et je dis merci parce que ce sont ces pionniers aussi qui ont réussi ensuite à démultiplier l'impact et la notoriété de 1001 listes. Ouais. Et quand tu as décidé du coup de monter 1001 listes, comment ça s'est passé dans ton entourage? Comment ton mari a réagi, t'a accompagné? Alors, mon mari m'a toujours encouragée, donc ça c'est chouette parce que je pense que si on n'est pas deux pour entreprendre, si on le fait contre entre guillemets son entourage proche, ça va poser des problèmes après parce que l'entrepreneuriat, et tu le sais, c'est quand même c'est une succession de périodes euphorie, compliquées, il faut tenir dans la durée, souvent. Quand même pendant assez longtemps, c'est synonyme de très peu de salaire. Donc, ce sont des efforts, beaucoup de travail, pas beaucoup de salaire, un risque important. Et donc, si on n'est pas vraiment en phase au départ avec son entourage proche, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être toujours très soutenue par Lucas. Après, mon père était plutôt encourageant aussi, même si c'était la génération où on restait 40 ans dans la même boîte. Donc, je dis qu'il était partant, mais en fait, non, il était paniqué. Il était paniqué et puis très vite, il m'a conseillé de prendre un associé plutôt sur la partie finance, gestion, ce que j'ai fait après, un peu tard d'ailleurs, mais parce que les parents connaissent bien leurs enfants aussi. Donc voilà, c'était une autre génération. La génération de nos parents, c'est les 30 glorieuses, et puis on restait toute sa vie dans une boîte, on prenait pas de risques, et avec ça d'ailleurs, on vivait très bien. Voilà, donc ça a été un peu un choc.
et presque au démarrage, en tout cas, mon père me disait, mais pourquoi t'as fait HEC? Tu montes un petit truc, quoi. Bon, et puis après, quand ça a bien marché, voilà. Franchement, évidemment, il m'a encouragé et puis il était super content pour moi et super fier. Et puis me m'aider parce que je me rappelle que donc j'ai commencé chez Millénis ma carrière professionnelle et ils nous envoyaient régulièrement des choses pour nous aider au marketing. Effectivement, il s'est paluché. C'était très sympa. Ce qu'il m'avait dit, est-ce que je peux aider? Moi, je suis à la retraite. J'ai besoin de... Et donc, effectivement, il envoyait les brochures à tous les fiancés du Figaro. Exactement. Ouais. Ils nous envoyaient des listings à la main. Il fallait, je peux te le dire maintenant, il fallait décrypter son écriture pour arriver. C'est des souvenirs. Bon, ça date, hein, mais c'était hyper chouette quand je suis arrivée. On m'a dit bon, bah alors, tu vas voir tous les mois, on reçoit du papa de Pauline, mais c'est génial. Tu te dis d'avoir ton papa qui faisait ça, c'était top. Écoute, ouais, c'était vraiment très très sympa. Ouais. Et donc Millénis, donc ça, au bout de combien de temps ça a commencé à décoller comme tu l'espérais? Alors je sais pas, je sais pas dire décoller comme je l'espérais. En tout cas, dès le départ, j'ai senti que l'idée était bonne et que voilà, il y avait quand même beaucoup de mariés. Alors, au tout début, tous n'osaient pas, hein, mais par contre, tout le monde en rêvait. Ça correspondait aux aspirations du moment. Donc ça, c'est bien. Très vite, j'ai vu aussi qu'il y avait un modèle économique parce que les boutiques, offline ou online, acceptaient de nous donner une partie, une commission, parce que c'était ça l'enjeu aussi. Hein. Et puis après. Je me souviens très bien du jour. Après, c'est des étapes en fait. Un an après, il y a eu la première levée de fonds. Alors moi, quand j'ai monté Millénis, j'avais pas forcément en tête que j'allais lever des fonds. C'était pas quelque chose que j'avais forcément imaginé. Et puis c'était l'époque de l'euphorie d'Internet. Et donc, on avait un concurrent qui s'appelait alafolie.com. Et qui avait levé à l'époque 20 millions de francs. Et du coup, finalement, je me suis retrouvée obligée de lever des fonds pour rester dans la course. Bon, au final, à la folie a fermé assez vite et nous on est restés. Mais donc voilà, première étape, levée de fonds et déjà quand on réalise qu'il y a des actionnaires, des fonds d'investissement, pour moi c'était un monde à part qui vous font confiance, qui vous donnent plusieurs millions, et puis pour prendre une partie du capital, mais une petite partie seulement, là déjà on se dit franchement voilà l'idée est vraiment bonne et puis en même temps je commence à avoir une responsabilité. Donc ça c'était une première étape. La deuxième étape, je trouve que c'était aussi les premiers salariés, puisqu'avec une levée de fonds, c'était premiers salariés. Donc ça, on se sent encore plus responsable, responsable vis-à-vis de ceux qui vous ont prêté, qui ont mis de l'argent dans votre société, responsable vis-à-vis de ses salariés. Et puis le jour où je me suis dit, waouh là, quel chemin parcouru, c'est quand on s'est aperçu qu'on était plus gros que le printemps au niveau des listes de mariage, que le flux de trésorerie, de la somme des listes de mariage était supérieur à celui du printemps. Et là, je me suis dit c'est chouette. Je sais même pas si j'aurais pu l'imaginer un jour. Et puis c'est allé assez vite, puisque c'était, je pense, au bout de 5 ans. Ouais. Au bout de 5 ans. Et puis voilà. Puis après. Il y a d'autres étapes, d'autres fiertés. Je pense qu'on était jusqu'à 85 personnes chez Millionist. Donc ça, c'était aussi se dire qu'on a contribué à 85 emplois, c'est chouette. Ouais, et puis vraiment de la création pure d'emplois. Voilà, création pure d'emplois. Et puis
Non. Donc voilà. Et il y a un truc moi qui m'a toujours frappée, c'est qu'en fait Milléonis, donc c'était un concept de liste de mariage qui était hyper innovant et vraiment génial pour toutes les personnes qui se sont mariées ou qui ont eu des enfants, parce qu'il y avait les listes de naissance aussi. Enfin moi je trouve ça génial. Mais tu as vraiment su créer un vrai univers de marque qui était vraiment très très fort. D'où ça t'est venu entre guillemets le fait de créer un univers de marque aussi fort? Alors, pour le coup, je pense que c'est assez intuitif, parce que moi, j'ai jamais été dans des écoles de marketing. J'ai pas été chez Procter, j'ai pas été c'est pour ça. Chez LVMH. Mais après, je pense que, je sais pas, pour être fort ou pour marquer les esprits, il faut être quand même très différenciant. Il faut tirer vers le haut. Et être un peu clivant aussi. Et donc ça, j'ai envie de dire, c'est plus intuitif par des choix d'agences de pub qu'on avait choisis, par les personnes qu'on embauchait aussi, par les marques qu'on allait chercher, qui finalement donnaient aussi envie qu'on faisait parfois découvrir aux jeunes mariés. C'est aussi le fait de s'être associé, je sais pas si tu te souviens, avec la Fondation de France, ouais, tout à fait. Et de permettre aux mariés de donner une partie de leur liste, et notamment les codes listes, à une association. Maintenant ça se fait beaucoup. À l'époque, c'était très innovant en fait. Ouais, c'était très précurseur. Donc j'ai envie de dire que c'était probablement peu stratégique et très intuitif. Mais voilà, on sentait que Milléonis avait du caractère. Je pense que ça venait aussi à l'époque, il y avait assez peu de femmes entrepreneurs, et donc du coup, moi j'étais aussi vachement associée à l'entreprise, et je vois que c'est beaucoup moins le cas maintenant sur Deuxième Avis, et presque heureusement. Enfin, mais à l'époque, il y avait l'entrepreneuriat n'était pas à la mode. Et puis les femmes entrepreneurs, il y en avait très peu, et on peut les compter sur les doigts de la main à l'époque. Voilà, donc tout ça faisait que c'est vrai que on a eu la chance de pouvoir créer une marque forte. Pas que de la chance, parce que c'est vraiment lié à tous ces petits ingrédients que tu as su créer pour pouvoir et puis qui a après été perpétué par les équipes. Mais pour moi, il y avait vraiment des choses, tu vois, si on prend des exemples concrets, un truc qui m'avait énormément plu, et puis dont je me suis resservie en hackant un peu et en m'adaptant au secteur d'activité, c'est typiquement que tu envoyais une petite carte à chaque marié le jour de leur mariage. C'est des trucs maintenant on reçoit des newsletters le jour de l'anniversaire, des choses comme ça, mais c'est des choses où c'était vraiment fait avec attention pour faire plaisir aux personnes, moi en tout cas je me suis dit waouh. Mais t'as raison, c'est des petits détails qui font la différence en fait. Et puis avec cette toile de fond, moi ce qui m'intéresse quand même, ce sont les gens. Et c'est vrai que le mariage, moi, à l'époque, quand j'ai monté Milléonis, j'avais envie d'être dans un univers festif, un peu léger. C'est vrai que le mariage, à la fois, c'est une des grandes décisions de sa vie, et puis à la fois, c'est quand même un moment de fête. Et en même temps, c'était très touchant de voir à quel point tous les couples ont l'impression que leur mariage va être complètement différent des autres, leur liste complètement différente des autres, alors qu'en fait, ils se rendent pas compte on est à peu près tous, on rêve tous de la même chose, et puis donc c'est malgré ça, faire attention, donner l'impression vraiment de s'intéresser à chaque personne, parce que c'est un moment unique dans sa vie, et ça on le sentait, et on faisait en sorte en effet que les mariés le sentent. Ouais. Dans quelque chose qui est pour moi qui est exemplaire dans l'aventure Milléonis, c'est que tu as créé une boîte, une super boîte, des emplois, même des couples.
Tu as un exemple voilà. vivant et un bel exemple. Ouais. C'est ce qu'on s'était dit un jour. On s'était croisés avec les enfants et j'étais allée voir les enfants en disant voilà, c'est un peu grâce à Pauline si vous êtes là. Et ça va, c'est une grande fierté quand même. Mais ce qui est quand même drôle, c'est quand même qu'on aura mis 15 ans avant de se marier. On avait tellement travaillé dans l'univers du mariage tous les deux que du coup, il a mis du temps à se lancer. Et oui, il y a un truc pour moi qui est exemplaire, c'est que la naissance d'Orient a marqué le début de Mille et une listes, mais en fait, au final, tu as eu 2 autres enfants derrière, donc 4 enfants en tout. Donc, entrepreneuse avec 4 enfants, avec un mari qui travaille beaucoup. C'est quoi les secrets pour toi pour arriver à concilier tout ça? Alors effectivement, je réalise que donc mes deux autres enfants, Orient et Tristan et Rodrigue, je les ai eus pendant l'aventure Mille et une listes. Donc pour moi, voilà, Mille et une listes aurait été très très fructueux entre guillemets. D'abord, je trouve qu'il faut jamais renoncer à quelque chose qui est important pour soi. Du fait d'une contrainte professionnelle. Donc c'est vrai que honnêtement, ça n'a pas été des années simples. Ça a été, moi je dis, c'est vraiment un tunnel dont je suis sortie en quittant Mille et une listes. Mais ça a été un tunnel, un tsunami presque. J'avais très très peu de temps pour moi. Et dès que je m'arrêtais, je m'effondrais, je dormais parce que la nuit les enfants se réveillaient, parce que avoir un enfant c'est quand même fatigant. Mais à la fois mes deux univers se nourrissaient et donc Mille et une listes, franchement c'était emballant. C'était euphorisant, l'équipe. Enfin, il y avait une super ambiance. Franchement, je confirme. Ouais. L'équipe était géniale. Il y avait une très belle dynamique. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être presque plus poussée et aspirée par l'équipe que le contraire. Donc, c'était une alchimie très très chouette. Je voulais évidemment être à la hauteur, donc pas question de m'arrêter de travailler. Et puis, en même temps, c'était important pour moi justement de ne pas renoncer. J'avais envie d'une famille nombreuse. En plus, Orient, notre deuxième, a un handicap. Et pour moi, la naissance de Mille et une listes, ça va de pair avec la naissance d'Orient. Et j'avais justement envie de cet univers un peu léger, un peu festif, une start-up pour me donner du peps et puis pour m'aider aussi à accepter la naissance de cet enfant différent. Voilà. Et donc j'avais envie aussi on avait envie avec Lucas d'une famille nombreuse. Et donc voilà, d'où la naissance de Tristan et de Rodrigue. Alors honnêtement, je disais que c'était un tunnel. Ça a été, je me souviens de la levée de fonds pendant que j'allaitais Tristan, où je sortais d'un rendez-vous et voilà, j'avais des coulées de lait. Enfin, ça a été quand même chaud, quoi. Ça a été vraiment très chaud. Rodrigue, c'est pareil. Quand il est né, en fait, j'avais à chaque fois, je sais pas si tu te souviens, mais je vous disais, voilà, je m'arrête pas, mais par contre, je suis 3 mois à la maison. Et donc, on avait des rendez-vous téléphoniques à l'époque, il n'y avait pas de visio, ou des gens qui venaient me voir. Et donc, ça fonctionnait bien. Mais c'est sûr que c'était assez crevant, assez exigeant. Et bon, donc en termes d'organisation, voilà, ce que je peux dire, c'est que c'était 3 mois à la maison après les naissances. Sachant que tu avais perdu les os, je me rappelle pour Rodrigue, tu as perdu les os avec le DAF quand vous alliez à un rendez-vous. Mais oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas que j'ai oublié, je me souviens juste d'un espèce de rouleau compresseur. Effectivement, j'ai perdu les os pour Rodrigue en plein rendez-vous avec le DG d'Habitat et avec effectivement
mon DAF. Donc ça, c'était quand même incroyable. Je me souviens du lendemain, alors que j'avais accouché, mais l'équipe ne le savait pas. On avait une réunion d'équipe et donc il m'appelle en disant mais qu'est-ce que tu fous? On t'attend. T'es encore en retard. T'es encore en retard. Ben non, en fait, on vient d'accoucher. Donc c'est vrai que ça a été des moments hyper denses. En termes d'organisation, du coup, j'ai dû doubler en fait. En plus de ma nounou, j'avais 2 personnes le soir. Enfin, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, je regrette rien parce que j'ai pas renoncé en fait à cette famille qui était importante pour nous. Finalement, bon, hormis ces quelques moments vraiment très touchy qui étaient les moments d'accouchement où les enfants étaient tout petits, etc. Bon, j'avais quand même des horaires. Je travaillais beaucoup, mais l'entrepreneuriat, vous avez des horaires quand même assez souples. Donc, j'ai pu faire régulièrement des sorties d'enfants. Le mercredi, je travaillais de la maison. Donc, finalement, tout ça, voilà, avec du recul, c'est pas un moment de tout repos. Donc, je pense que toi, tu es dans cette période-là, non, où les enfants sont petits. Mais ça se fait et puis voilà, en tout cas je regrette vraiment rien. Ouais. Et pour l'arrivée d'Orient, à partir de quand vous avez su du coup qu'il avait un handicap? Écoute, ça a été très progressif parce que ça a été très progressif. Moi, quasiment, j'ai une intuition le premier mois, mais tous les médecins me disaient mais non, Lucas voyait rien non plus. Et puis en fait, moi, je m'étais occupée pendant HEC. J'avais repris une association et présidé une association qui organisait des sorties pour des personnes adultes déficientes intellectuelles. Et autistes. Et donc, et puis après, quand j'étais chez Otis, j'avais rejoint aussi la fondation Otis autour du polyhandicap. Et donc, je sentais, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de l'ordre quand même d'un handicap. Et on a eu on n'a pas eu de diagnostic. D'ailleurs, le diagnostic, on l'a eu il y a quelques années simplement, puis du fait des progrès génétiques. Mais il y avait plein de signes. Voilà, il jouait pas avec ses mains, il était très très hypotonique, il regardait pas. Donc voilà, moi une inquiétude toute la première année de Mille et une listes finalement. Et puis au bout d'un an, là un médecin nous a dit écoutez, oui, il y a quelque chose. On sait pas quoi, mais on va faire des recherches à partir de 2 ans. Voilà. Ouais. Donc ça a été progressif. Ouais, parce que c'est 4 enfants, dont un qui a besoin d'une attention encore plus importante que les autres. Alors complètement, parce que ça a été des rendez-vous médicaux très très souvent, et puis des rendez-vous paramédicaux aussi d'accompagnement entre le kiné, l'ostéopathe, l'ergothérapeute, l'orthophoniste. Enfin bon, il y a eu énormément d'accompagnement possible, et puis avec beaucoup de colère. Ouais, ça a été compliqué. Ouais. Et donc après, donc Mille et une listes, donc ça a été racheté. Comment ça s'est passé du coup le process de la vente? Écoute, de la meilleure façon possible, parce que on n'était pas vendeur et c'est TF1 qui avait très envie de racheter. Donc, quand on n'est pas vendeur et quand on a un acquéreur motivé, c'est juste assez génial. Donc, ça a duré 6 mois et puis on a cédé à TF1. C'était assez motivant parce que TF1 c'était amusant. C'était encore du temps de Patrick Lelay, d'Étienne Moujotte, et donc c'était la fin de la première histoire de TF1 entre guillemets. TF1, je me disais que c'était sympa parce qu'on s'est battu pour exister contre les Galeries Lafayette, contre le Printemps, pas contre, mais un peu en réaction. Oui, on se disait on va être plus fort qu'eux, bien sûr. Ouais, c'était. Voilà, exactement. C'est mastodonte. Bon, TF1. Du coup, c'était assez étonnant qu'ils veuillent nous racheter, mais du coup, on pouvait tout de suite être avec eux. On s'est jamais construit une image
en opposition à eux. Et puis voilà, l'univers de la télévision, l'audiovisuel, c'était quand même assez sexy pour l'équipe. Enfin, je sais pas, c'est à toi de. C'est sûr, c'était surprenant. Et puis, c'était rigolo quand on s'était retrouvés. C'était les 15 ans, je crois, de TF1. On s'était retrouvés. Les 20 ans, je crois, de TF1, ouais. voilà. Avec Patrick Bruel qui était venu chanter. Et il y avait toutes les nanas de Mille et Une parce qu'on était quand même sur 85. Il devait y avoir 10 hommes. Ouais. J'ai réussi à en récupérer un. Et en fait, il y avait toutes les nanas de Mille et Une, donc une espèce de vague qui est arrivée dans ce truc-là où on voyait vraiment la différence entre les gens vraiment de TF1 et puis nous. Où tu avais toutes les groupies devant Harry Rolzalmack et compagnie. Exactement, exactement. Bon, mais c'était fou. C'était fou. Ouais. Donc voilà, je me disais aussi que c'était chouette pour l'équipe de connaître ça. Et puis après, du coup, on a été quand même un peu aspiré par ce mammouth qui était TF1. Donc avec des choses très très positives parce que du coup, on avait des RH, on avait du juridique, on avait plein de process dans tous les sens. Et puis des choses un peu plus négatives, c'est que moi au fur et à mesure, donc moi je suis restée 3 ans, 2 ans et demi je crois. C'était prévu comme ça du coup? Non, l'obligation c'était 6 mois. Et puis après franchement ça s'est très bien passé. Ils ont été hyper respectueux, je trouve, du management et de toute l'équipe. J'ai été pas mal intégrée. J'ai pu être au Comex de TF1, j'étais au comité de direction de tout ce qui était e-commerce, donc télé-shopping. Place des tendances, etc. Et puis en fait, je suis partie quand j'ai eu l'impression de passer trop de temps en réunion et surtout de pas pouvoir embaucher qui je voulais, parce que pour moi, vraiment l'équipe, c'est clé. Et souvent, j'ai plus eu des coups de cœur que peut-être des embauches très rationnelles. Or, le process de TF1, c'est très rationnel. Donc, j'ai envie de dire, à un tel poste, il faut être passé par X années de grosses boîtes, avoir fait tel niveau d'études, avoir fait ça et ça. Et donc, je me suis retrouvée à embaucher quelqu'un, que j'aurais pas choisi. Ouais. Et là, je me suis dit, il est temps que je laisse ma place. Ouais. Et donc, comment tu as géré cette transition donc après Mille et Une et donc TF1? Bien, parce que déjà j'étais quand même plutôt c'était emballant comme histoire. J'avais eu pas mal de relais médiatiques aussi, beaucoup de réseaux, et donc je m'étais dit que j'avais envie de mettre à profit justement cette exposition médiatique et puis ce réseau pour un sujet d'intérêt général. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Je l'ai fait un petit peu avec Mille et Une, justement avec ce partenariat avec la Fondation de France et des associations. Et donc je me suis donné 1 an pour rencontrer plein de gens dans des associations, des fondations, des médecins, pour essayer de construire un nouveau projet autour de l'intérêt général. T'avais une idée ou t'avais une intuition de quelque chose ou c'est plus tu t'es dit je vais rencontrer des gens et puis ça va peut-être naître comme ça? J'avais plein d'idées, mais non, et pas de. En quittant Mille et Une, je savais vraiment pas du tout ce que j'allais faire. J'ai failli rejoindre et monter toute l'antenne d'Île-de-France d'une association sportive. J'ai failli reprendre une association la Guilde européenne, donc plus aventure et puis VSN à l'étranger. Et puis, en fait, j'ai assez vite rencontré des médecins. D'abord parce que moi, j'ai une partie de mes amis qui sont de terminale qui sont médecins. Et du coup, en discutant notamment avec l'une d'entre elles, j'ai commencé à creuser un projet sur l'accueil de jour pour des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.
Voilà. Et je suis partie. Alors finalement, ce projet n'a pas abouti, mais j'ai envie de dire que j'ai découvert le milieu médical grâce à ce premier projet. Et j'ai trouvé que c'était voilà, absolument passionnant. Et ça concentrait en fait tout ce que je voulais, c'est-à-dire un sujet d'intérêt général, une problématique un peu complexe et sur lequel je me sentais, là encore, à pouvoir apporter quelque chose. Parce que le numérique avait transformé beaucoup de secteurs, quasiment tous, sauf qu'il y a 10 ans, il n'avait pas encore du tout transformé le médical. Le médical, c'est beaucoup de conservatisme et c'est aussi beaucoup de corporatisme, et ce qui fait que voilà, rien n'avait changé et or il y avait vraiment des dysfonctionnements et des optimisations d'organisation des soins à faire qui étaient vraiment notables et que je pouvais moi voir à travers notamment Orion, puisque comme voilà, beaucoup de rendez-vous médicaux et moi je dis souvent que la personne vivant avec un handicap est souvent le révélateur des dysfonctionnements de la société. Elle, pour mon fils, il se le prenait en pleine tronche et c'était assez dramatique. Mais en fait, ce qui dysfonctionne pour un enfant comme lui, dysfonctionne pour l'ensemble de la société. Et donc, en travaillant sur des sujets qui peuvent lui permettre de mieux accéder à la santé et aux soins, c'était aussi une façon de réorganiser ou de proposer des solutions pour beaucoup d'autres types de patients. Ouais. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à la santé et finalement à travers 2 axes. Quand j'avais quitté Miluni, je m'étais dit que je voulais travailler sur un sujet d'intérêt général, mais pas dans le handicap, parce que le handicap, c'était notre quotidien et puis on était déjà assez engagés dans des associations, voilà, que ce soit Cinéma Différence ou d'autres. Justement, on peut faire une petite parenthèse sur justement les associations dans lesquelles vous êtes engagés. Oui. Voilà, très vite en fait, je me suis engagée dans l'association Cinéma Différence. Et c'est une association qui permet à des personnes avec handicap qui ont des troubles de comportement de pouvoir aller au cinéma comme tout le monde. Alors, comme tout le monde, c'est important parce que il y a beaucoup d'associations qui, jusqu'à présent, créent des séances, mais à part. Donc, par exemple, des séances à l'hôpital pour les patients, des séances en prison, des séances dans des structures médico-sociales. Pour nous, ce qui est important, c'est cette notion d'inclusion, de vivre ensemble. Et donc, Cinéma Différence, ce sont des séances ordinaires qui permettent à des patients qui en sont exclus de fait. Et évidemment, personne dans une séance de cinéma va dire à un jeune ou un adulte handicapé, ah ben non, vous pouvez pas y aller. Mais c'est insidieux, c'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, quand vous allez même dans un spectacle vivant et que vous voyez tous les regards des autres spectateurs sur votre enfant, que vous entendez les remarques, finalement, progressivement, vous renoncez à sortir de chez vous et vous renoncez à des plaisirs aussi simples que le cinéma. Et Cinéma Différence, c'est exactement ça. C'est des séances ordinaires où on prévient en amont, enfin, pas en amont, mais quand les spectateurs sont là, on leur dit, voilà, c'est une séance un peu particulière parce que à cette séance, tout le monde a le droit d'exprimer ses émotions à sa façon. Et donc parfois en se levant, en criant, en parlant, et donc on vous demande d'accueillir ces émotions. Le simple fait de dire ça, de prévenir, j'ai envie de dire, les gens qui ne sont pas touchés par le handicap, finalement ils y prêtent peu attention puisqu'ils sont prévenus. Et puis pour les jeunes avec handicap et leurs familles, c'est beaucoup moins stressant. Et donc souvent il y a moins de troubles de comportement. C'est très vertueux pour. C'est fou, ouais. Et donc voilà. Et donc
voilà, moi, je fais partie du conseil d'administration de Cinéma Différence depuis plus de 10 ans maintenant. Et là, on est en train d'élargir, de passer du cinéma, mais au monde du spectacle vivant. Okay. Donc, que ce soit concert, opéra, théâtre. Super. Quand Voilà. tout ça pourra reprendre. Quand tout ça pourra reprendre, exactement. Voilà. C'est un peu... Ça, c'est bien, en fait, ça vous laisse du temps pour pouvoir avancer dans le projet. Oui, il y a plein de choses à faire et à remettre en état au niveau des outils pour pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roue. Ouais. Voilà. Et du coup, à quel moment l'idée de deuxième avis a vraiment germé? Bon, donc effectivement, il y a 10 ans, j'ai commencé à me plonger dans l'univers médical. Et puis, alors d'abord avec ce projet qui n'a pas abouti. Ensuite, j'ai travaillé avec mes associés actuels, puisque une chose que j'avais appris aussi dans le cadre de Mille et Une Nuits, j'avais quand même eu l'impression de porter seule le bateau pendant 10 ans. Alors évidemment, pas seule parce que j'avais une équipe formidable, parce que j'avais effectivement, j'ai toujours eu des managers sur qui compter. Malgré tout, j'étais quand même quasiment la seule interlocutrice pour les fonds, la seule interlocutrice pour les médias. J'avais quand même l'impression de porter un peu seule le bébé, et j'ai trouvé ça difficile. En plus, une fois, j'avais 40 ans, je savais très bien là où j'étais forte et là où j'étais moins forte. Et donc, voilà, en tirant bénéfice de l'expérience que j'avais eu de Mille et Une Listes, c'était important pour moi de m'associer très vite. Donc voilà, je me suis associée avec Catherine et Prune, qui sont encore mes associés. Et donc, on a commencé par créer une association sur les maisons de santé et les centres de santé. Voilà. L'idée, c'était de dire que les jeunes médecins voulaient plus exercer seuls, mais voulaient exercer de façon collégiale et collective. Et c'était une idée qui nous plaisait bien. Et donc, avec cette notion un peu d'entrepreneuriat, c'est quoi faire pour faire en sorte que il y a un projet entrepreneurial commun, et puis évidemment un projet de soins dans un territoire commun, avec toutes ces notions de marketing, d'analyse des besoins, de personnalisation qui sont évidentes pour nous qui venons de ce monde des entreprises, mais qui sont pas du tout évidentes pour les médecins et voire même pour les collectivités territoriales. Bon, je vais passer très vite, mais au final, là aussi, au bout de 3 ans, on a plutôt décidé de pas partir sur ce projet, mais entre-temps, on a fait énormément de conseils avec toutes les idées un peu innovantes qu'on avait autour de la réorganisation de ces centres de santé et de maisons de santé. Et puis surtout, ça nous a donné les 2 idées sur lesquelles on est aujourd'hui. Dans le cadre de cette association, on s'est spécialisé sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Parce que, alors même si c'était tout ce que je voulais pas, mais finalement très vite, je me suis aperçue que la France avait énormément de retard et que qu'aucun cahier des charges ne prenait en compte l'accueil des patients en situation de handicap. Quand on conçoit un cabinet médical, par exemple, accessible, on le conçoit soit dans une acceptation économique, financièrement, c'est-à-dire que les patients ne payent pas, c'est en tiers payant et ils n'avancent pas d'argent, et c'est en secteur 1, soit accessible au niveau de l'aménagement des locaux. Sauf que voilà, les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, c'est évidemment très important, mais c'est une toute petite partie des personnes en situation de handicap. Et tous ces autres types de handicaps, que ce soit des handicaps sensoriels, des handicaps de déficience intellectuelle, de troubles de comportement, finalement, il y avait très peu de sensibilité à ce sujet. Et donc, nous, on s'est vraiment concentré sur les conditions d'accessibilité des personnes en situation de handicap.
j'ai eu la chance de pouvoir coécrire un rapport ministériel en 2013 sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Et du coup, pouvoir, toutes les réflexions qu'on avait eues dans le cadre justement de ce projet centre de santé ou maison de santé, de pouvoir les mettre sur le papier et dans un document un peu officiel et partagé à tout l'écosystème. Et donc après mon côté entrepreneur, puisque je découvrais ce monde ministériel et institutionnel, donc après mon côté entrepreneur, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce rapport et des recommandations et c'est quoi l'étape d'après. Alors j'ai compris qu'en fait j'étais à peu près la seule à me poser cette question. J'exagère, mais que pour beaucoup c'est le rapport qui était important et pas forcément le suivi des recommandations. Et donc après nous dans le cadre de l'association, on a monté 2 projets. Un projet en mode de co-construction avec l'ensemble des acteurs sur l'accessibilité de l'information, puisque un des éléments de renoncement aux soins des personnes, par exemple déficientes intellectuelles, c'est qu'elles comprennent pas ce qu'on va leur faire en consultation, ne comprennent pas comment va se passer une prise de sang, un IRM, elles comprennent pas les messages de prévention, et donc finalement elles renoncent là aussi petit à petit à aller voir les médecins parce qu'elles ont peur de pas comprendre, entre guillemets, ou d'avoir peur ou de ce qui va se passer. Et donc on a monté santébd.org qui est un outil de communication accessible à tous. Donc on est vraiment dans la vague d'accessibilité universelle où c'est un outil qui s'adresse à tous les enfants, à tous les adultes, mais qui prend en compte les difficultés des plus fragiles. Donc des patients qui parlent pas bien français, des patients avec déficience intellectuelle ou autisme. L'autre projet, et puis après je vais aller sur deuxième avis, c'est un projet HandiConnect, qui est un site de référence pour les professionnels de santé cette fois-ci, donc pour les médecins, pour qu'ils puissent, quand ils ont dans leur patientèle un patient avec handicap, avoir les bonnes pratiques de savoir-être, de savoir-faire et de savoir médical, parce que ça n'existait pas en fait. Chaque association crée ses formations de 15 jours, mais évidemment, vous imaginez qu'un médecin généraliste qui peut voir plusieurs types de patients avec plusieurs types de handicap, ils peuvent pas prendre 15 jours pour chacun, et donc voilà, c'est un site un peu de référence sur l'accueil des patients en situation de handicap. Et donc cette même lignée de réflexion autour de l'accès aux soins pour tous, c'est vraiment ce fil conducteur, c'est l'accessibilité à la santé pour tous. On s'est aperçu que il y avait une inégalité majeure dont on parlait peu, qui est l'inégalité d'accès à l'expertise médicale. Parce que quand vous êtes confronté à une décision médicale importante, à un problème de santé sérieux, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour vous de trouver un médecin référent de ce problème et ensuite d'obtenir un rendez-vous rapidement avec ce médecin. Parce que souvent, les délais de consultation physique dépassent 6 mois. Voilà. Et en plus, j'ai envie de dire que les progrès de la médecine depuis 20 ans sont tels que maintenant, il y a une hyper spécialisation de la médecine. Donc, autant il y a, j'ai envie de dire, du temps de nos parents, il y avait le médecin de famille. Le médecin de famille avait ses correspondants par spécialité. Et puis, il faisait de l'orientation, mais c'était assez simple. Aujourd'hui, c'est vrai que un gynécologue, il n'est pas forcément spécialiste de l'endométriose, par exemple. Vraiment, chaque spécialiste, c'est un généraliste de la spécialité. Et puis après, il y a des hyper spécialistes par pathologie. Et donc, voilà, le point de départ, c'est que si vous n'accédez pas à un moment donné à ces hyper spécialistes, ça entraîne des pertes de chance pour les patients qui n'y ont pas accès. Et donc, deuxième avis vise à faciliter et à rendre transparent justement cette hyper-expertise et à faciliter l'accès à cette expertise médicale pour tous et rapidement aussi, puisqu'on propose un avis en moins de 7 jours, là où les consultations physiques dépassent plusieurs mois et voire souvent 6 mois. Ouais.
Et donc là, du coup, tu lances Deuxième Avis en 2014, sachant que l'idée, c'était c'est toujours d'ailleurs des consultations en visio, ce qui aujourd'hui paraît normal, mais on peut pas du tout dire que c'était le cas en 2014. Même, ça a été même décrié à l'époque. Alors, deux choses. D'abord, on fait pas de visio. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui a beaucoup émergé pendant la crise sanitaire, c'est les consultations en visio avec des médecins. Et comme nous, on n'est que sur des problèmes de santé sérieux, on va dire que les documents, ce qui est important, c'est que le dossier médical soit complet. Et donc, c'est un avis sur dossier. Et ça, c'est les médecins nous ont tout de suite dit ça, c'est-à-dire que quand on a eu l'idée de Deuxième Avis, on s'est dit ça fonctionne si des médecins référents, des pontes peuvent participer au service. Or, les pontes, ils sont débordés puisqu'ils ont des délais de consultation de plus de 6 mois. Et donc, on va tout de suite leur demander s'ils accepteraient de participer. Et puis, en combien de temps ils pourraient donner leur avis, parce que sinon, ça fonctionne pas non plus. Et alors, curieusement, 100% des médecins qu'on a vus, qui sont des références dans leur domaine, nous ont dit super idée. Et moi, je participe et je pourrais donner un avis en moins de 7 jours, mais uniquement si c'est sur dossier et que le dossier médical est complet. Parce que ces médecins-là, ce qu'ils nous disent, c'est ils nous disent, par exemple, si un confrère nous appelle ou si un patient nous appelle, si on n'a pas le dossier, ça sert à rien. J'ai envie de dire, un neurochirurgien qui va vous donner une proposition de prise en charge pour un méningiome, franchement, s'il n'a pas l'IRM et tous vos antécédents, ça sert à rien. Son avis n'est pas sérieux. Et donc, finalement, nous, on est un complément de la téléconsultation, puisque la téléconsultation, c'est de la visio sur des choses du quotidien, des problèmes médicaux du quotidien, avec des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, on va dire de niveau 1. Et nous, on est que sur des problèmes de santé sérieux, à partir d'un dossier médical complet et en asynchrone. Voilà, donc ça, c'est juste pour placer le décor. Et effectivement, la boîte a été créée en 2014 et on a mis 2 ans à obtenir les autorisations parce qu'à l'époque, on était très pionniers en télémédecine et à l'époque, il fallait une autorisation de la CNIL et puis il fallait conventionner avec l'Agence régionale de santé. Donc, voilà, alors avec la lenteur entre guillemets des institutions françaises. Donc on a créé notre service, référencé des médecins, créé la plateforme sécurisée en même temps qu'on obtenait ces autorisations. Et puis une fois qu'on a obtenu l'autorisation, donc on était très content de pouvoir lancer le service. Et à ce moment-là, il y a eu une énorme polémique, comme tu dis, sur notre service. On a eu la chance et la malchance que France Asso Santé, qui est une association, une fédération des associations de patients, fasse un article sur l'importance et l'intérêt d'un deuxième avis en cas de problème de santé sérieux. Et on a été cité, alors on venait d'avoir l'autorisation. Du coup, les syndicats de médecins se sont emparés du sujet et ont été très très virulents contre le service qui n'était même pas lancé. Donc effectivement, cette notion de deuxième avis, à la fois tous les médecins, j'ai envie de dire pratiquent ce deuxième avis pour leurs proches et pour eux-mêmes. Dès qu'ils ont quelque chose de sérieux, ils savent que la médecine n'est pas une science exacte et ils vont eux-mêmes du coup demander à des gens très pointus sur leurs problèmes de santé. Mais c'est quelque chose qu'ils proposent pas systématiquement à leurs patients. Et cette idée de remise en cause potentielle d'un avis médical que nous, on a dans nos métiers, en fait. Nous, on est obligé de se reposer, de se remettre en question perpétuellement parce que ça va à toute vitesse, parce que quelque part, les salariés nous challenge, nos actionnaires nous challenge, nos clients nous challenge. On est en perpétuelle remise en question. Et c'est pas le cas pour une partie. Ça n'était pas le cas pour une partie des médecins. Et donc, on a eu un bras de fer et quelque chose d'une violence que je pouvais pas soupçonner. Moi, c'est vraiment la chose la plus difficile que j'ai vécue professionnellement parce que voilà, notre ADN et notre volonté en créant ce service, c'était de résoudre un problème
de réduction d'inégalités d'accès à l'expertise médicale. Et en fait, on a été attaqué justement sur l'opposé, à savoir comme les médecins pouvaient, les syndicats de médecins pouvaient décemment pas dire qu'ils étaient contre le deuxième avis en temps normal, ils nous ont attaqué sur le fait que c'était de la médecine à deux vitesses, qu'on allait s'adresser que au CSP+. On avait fait l'erreur ou pas, parce que je pense que ce n'est pas une erreur, c'était, en tout cas, c'était volontaire, de rendre le coût transparent et le coût de l'organisation de ce deuxième avis et de l'ordre de 285 €. Et on disait, voilà, il faut que le coût ne soit jamais un problème. Donc, nous, on va chercher des solutions de prise en charge de ce coût, ce qui est le modèle, en fait, français, hein. Ouais, c'est ça. La sécurité sociale, c'est un modèle de prise en charge. La médecine ne coûte pas rien. La médecine juste est prise en charge. Donc, nous, on avait dit, voilà combien ça coûte. Évidemment, il faut pas que ce soit un frein. Et donc, on va chercher des solutions de prise en charge. Et en attendant, soit vous pouvez payer, tant mieux, soit vous pouvez pas payer. Et dites-nous, on avait monté un fonds de dotation pour pouvoir permettre à n'importe quel patient, voilà. Super. Et en fait, la polémique a eu lieu et s'est concentrée autour de ce coût. Et alors j'ai vraiment pu observer à quel point il était difficile de s'exprimer, en fait, puisque quand on est dans une polémique, dans un tsunami médiatique, dans une crise, finalement, vous avez RTL, vous avez Le Monde, vous avez le quotidien du médecin, tout le monde vous appelle en vous posant une question: pourquoi ça coûte 300 €? Donc vous avez le temps que vous disiez que c'est un coût, c'est pas un prix, que ça va être pris en charge, que en fait, ils vous posent pas même la bonne question, ils vous posent pas la question du besoin, je veux dire qu'est-ce que ça va pouvoir apporter aux personnes? Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter aux personnes? Et effectivement, cette question économique et financière, elle est clé pour nous puisqu'on veut que ce soit accessible à tous. Mais évidemment, certains médias coupaient des bribes de phrases uniquement sur comment est constitué le coût, ce qui n'a aucun intérêt et ce qui était technique et pas emballant. Bon, et puis progressivement, donc ça a été vraiment un coup dur. Et comment même tu l'as le vécu, Conseil de l'ordre, hyper mal, parce que encore une fois, avec Prune et Catherine, on avait l'impression, enfin notre ADN et ce qui nous donne notre énergie, c'est d'avoir l'impression de solutionner un problème. Et là, tout d'un coup, on nous accusait, mais réellement, de faire un truc pour riches, d'accentuer l'inégalité et on nous tirait dessus à bout portant alors qu'on voulait apporter une solution. Et donc ça, c'est très difficile parce que du coup, tous les arguments doivent être réinventés parce que c'est tellement énorme et c'est tellement pas ce qu'on voulait faire que que tout d'un coup, en un jour et demi, quand la polémique éclate, on doit faire face à un sujet qui est pas le nôtre, en fait. Voilà. Et puis après, c'est dur, c'est violent parce que vous êtes dans tous les journaux. Moi, j'ai fait la une du JT de TF1 de 20h30, mais vraiment la une, en disant un site internet crée la polémique en France parmi les médecins et les syndicats de médecins. Bon. Et donc, à chaque fois, vous savez que, tu vois comment ça se passe. Là, c'est une bénédiction de pouvoir parler aussi longtemps. Mais souvent, vous êtes enregistré, je sais pas, 3 minutes, et le média va prendre et retenir 20 secondes. Donc c'est assez stressant. Heureusement que j'avais un peu de bouteille. Et puis c'est vrai que ça s'est transformé justement avec ce JT de TF1. Puisque ils ont gardé, j'ai envie de dire, la minute où je parlais de la jeunesse de deuxième avis. Et la jeunesse de deuxième avis, c'est aussi beaucoup Orient. C'est une histoire personnelle où on a cherché un deuxième avis pour Orient. Et comme il a fait une crise, une énorme colère d'angoisse, une crise d'angoisse en arrivant dans l'hôpital pour le deuxième avis, j'y suis allée avec le dossier. Et le médecin m'a dit, attendez, déstressez-vous, madame, je vais pouvoir vous donner un avis sérieux parce que votre dossier est complet.
Et dans le cadre d'un deuxième avis, le dossier est le plus important. Voilà. Et c'est ce qui m'a donné l'idée. Et donc, finalement, TF1 a mis l'accent sur la genèse, sur le fait que, moi, je me présentais comme patiente ou parente patiente, que j'expliquais le pourquoi. Et du coup, par rapport à des syndicats de médecins qui disaient mais c'est honteux, un deuxième avis, le patient va être perdu, finalement, ça a complètement fait basculer entre guillemets l'opinion. Après, les médias ont pu, décider du coup d'inviter sur des plateaux, mais pour des temps plus longs. Et puis à partir du moment où on a des temps plus longs, on explique, ça change tout. Mais effectivement, être pionnier en médecine, c'est très différent que d'être pionnier dans la liste de mariage. Ouais, il y a un peu, il y a un peu moins de lobbying. Les enjeux, exactement. Il y a moins de corporatisme, il n'y a pas de lobbying. Là, évidemment, c'est des sujets presque institutionnels. C'est monté à Marisol Touraine à l'époque. On a eu plein de rendez-vous avec le ministère de la Santé. On a eu une pression et même le directeur de l'incubateur et de la pépinière dans lequel on était a été sommé de nous virer. Enfin, ça a été des pressions politiques qui sont allées très loin. Tout ça pour apporter une solution entre guillemets à des patients et à des médecins. Donc voilà, ça a été très chaud. Et une de nos grandes fiertés, c'est d'avoir tenu. Là, on voit bien l'intérêt d'être 3, parce que même si c'était entre guillemets, mais ça on l'avait décidé avant, moi qui étais exposée entre guillemets médiatiquement, qui prenais la parole, j'avais vraiment un soutien sans faille de Prune et Catherine, et ça c'est précieux. Et c'est probablement pour ça qui a permis de tenir. Et puis après, grâce à cette polémique, ça vous a fait connaître. Oui. Ça nous a fait connaître. Du coup, on a des premiers patients, alors qu'on avait des premiers patients qui ont fait des demandes. On a eu des retours dithyrambiques. On a évité des opérations à cœur ouvert. On a évité des opérations de gamins. On a aussi beaucoup conforté certains patients dans le fait qu'il fallait qu'ils prennent des traitements et qu'ils se fassent opérer. Donc, c'est évidemment pas que des avis divergents, mais là, on s'est senti utile. Et puis, dans cette polémique, c'était intéressant parce que finalement, on a plein de médecins qui nous ont aussi écrit en disant tenez bon, évidemment, vous avez raison, et évidemment, ça manque. On a un responsable d'espace éthique qui nous a dit mais en fait, c'est même le public qui aurait dû le faire depuis longtemps. Tenez bon. On a des services entiers de médecins qui ont postulé. Donc voilà, ça finalement, ça nous a aussi conforté. Là encore, c'est clivant. Deuxième avis, c'est vrai que certains médecins, mais de moins en moins, trouvent ça honteux qu'on puisse permettre qu'un patient puisse prendre l'initiative. Mais beaucoup d'autres le voient comme un outil, même un service à leur service aussi, puisque bien sûr, parfois, et notamment beaucoup de médecins suivent des patients qui ont des problèmes complexes, et du coup, ça peut être une façon aussi de les accompagner et puis d'avoir un dialogue à 3 avec le médecin expert, le médecin traitant et puis le patient. Super. Et donc là, vous avez lancé ça en 2014. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Alors, on l'a lancé en 2016. D'accord, parce que, avec les 2 ans. Le temps d'avoir les autorisations. Et donc, aujourd'hui, ça explose un peu. Je vais juste revenir sur la polémique, parce que l'autre chose très positive aussi que ça a donné, c'est qu'on a des fonds à impact social qui nous ont appelés en disant en fait, on voit bien que votre sujet, c'est un sujet sociétal. Il faut vraiment transformer durablement quelque part l'organisation des soins et la place du patient aussi dans cette organisation. Puisque deuxième avis, c'est une façon de replacer le patient au centre de la décision médicale, et que le patient puisse devenir acteur de sa santé. Mieux comprendre ce qu'on lui proposait, et puis peut-être comprendre et discuter
avec un écrit à la pluie qui va lui donner plus de poids, entre guillemets, avec son équipe médicale traitante. Et donc, on a plusieurs fonds qui nous ont appelés en disant, écoutez, c'est un sujet sociétal et nous, on serait très heureux de vous accompagner. Et donc, ça tombe bien parce que de toute façon, nous, on se sent quand même une mission d'intérêt général, on se sentait une entreprise à impact. Maintenant, on est une entreprise à mission, en route pour devenir société à mission. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce premier tour de table, Investir et plus, nous a accompagnés. Et puis, on a fait un deuxième tour de table où Investir et plus, effectivement, a continué à nous accompagner aux côtés de Citizen Capital et Colam Impact. Alors, j'en parle parce que c'est aussi important. Quand tu me demandes comment ça se passe aujourd'hui, c'est grâce aussi à quand même, ces levées de fonds et puis ces soutiens de nos partenaires à impact. Donc, effectivement, on est en pleine croissance depuis 2016, puisque le service a été lancé en 2016. Aujourd'hui, le service est accessible à 16 millions de patients gratuitement, puisqu'on est inclus dans les contrats santé ou prévoyance des partenaires mutuels, assurance santé ou institutions de prévoyance ou réseau de soins. Donc ça, voilà. Et puis c'est génial. Voilà. Et je sens que c'est pas terminé. Et puis en termes d'usage, on a fait x3 par exemple entre 2020 et 2019 parce que la crise sanitaire a été un accélérateur formidable. Donc voilà, on est sur une course de fond. Il n'y a pas d'explosion comme la téléconsultation avec la crise sanitaire où c'était. Nous, on est quand même sur une niche, des problèmes de santé sérieux. On a 200 médecins qui sont des médecins référents dans leur domaine en France et à l'international. On couvre 500 pathologies. Donc voilà, on va continuer entre guillemets à couvrir plus de pathologies, puis avec l'augmentation de l'usage, peut-être à référencer plus de médecins experts. Mais voilà, les patients nous disent que c'est extrêmement utile, que parfois c'est la seule façon pour eux d'accéder à cette expertise médicale. On a un peu plus de 25% de taux de divergence et la divergence, j'ai envie de dire, permet de questionner des prises en charge, d'éviter des opérations inutiles, d'accéder plus rapidement à un traitement plus en pointe ou plus adapté à la personne, parfois d'accéder plus rapidement à des techniques mini-invasives. De plus en plus, la médecine se développe avec des techniques moins invasives, avec moins d'effets secondaires ou avec le plus grand exemple, c'est les opérations à cœur ouvert. Aujourd'hui, dès que c'est possible, on fait ce qu'on appelle de la cardio-interventionnelle. Et donc, c'est des mini-opérations. C'est plus du tout à cœur ouvert et on passe par les artères pour faire des interventions. Et donc, et donc voilà. Donc, on est en pleine croissance. Ouais, super. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, à titre individuel, c'est déjà d'être épanoui dans ce qu'on fait. Donc, pour moi, c'est d'avoir toujours réussi à choisir les domaines d'activité. Donc là, la santé, par exemple, je trouve ça passionnant. Agir sur et même tout ce qui est dans le cadre associatif, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, c'est choisir son domaine d'activité, être épanoui dans ce qu'on fait. Alors pour moi, réussir, c'est aussi me sentir utile. Et donc, dans ce que je fais aujourd'hui, que ce soit à travers l'association Coactis Santé ou à travers Deuxième Avis, oui, je me sens très utile. Je sens que à travers Deuxième Avis, c'est aussi
on contribue à la modernisation du système de santé français. On a fait sauter des verrous, des barrières, et que d'autres vont pouvoir s'engouffrer alors que c'était complètement bloqué. Donc ça, moi, je trouve que c'est une certaine forme de réussite, en tout cas pour moi. C'est d'utilité. Et puis, on voit bien que les politiques ont du mal à faire sauter ces verrous parce qu'ils sont très contraints. Je trouve que la réussite, peut-être pour moi, c'est de prendre des risques. En tant que citoyen et en tant qu'entrepreneur, on peut prendre ces risques et du coup faire sauter des verrous que d'autres peuvent pas faire sauter. Ouais, top. Et dans les choses importantes, alors importantes ou pas, parce que c'est la question que j'ai posée à Catherine Barba, qui a comme toi reçu la Légion d'honneur, et donc je lui dis c'était un grand jour et tout, et elle disait que finalement pour elle ça avait pas été tant important pour elle. Toi, comment tu l'as vécu la remise de la Légion d'honneur? Alors déjà, je n'en revenais pas parce que il faut faire des démarches pour quand vous êtes pressenti, vous devez renvoyer des papiers que je n'avais pas renvoyés parce que je me trouvais pas légitime. Alors ça, c'est le grand grand problème, je pense, des femmes. Mais parce que j'avais plein de copains qui avaient créé autant enfin plus même d'emplois que moi, qui avaient peut-être des réussites au moins aussi importantes et à qui on l'avait pas proposé. Donc, je trouvais ça injuste. Et donc, surprise incroyable quand c'est paru au journal officiel et que c'est des copains qui m'ont appris, qui m'ont félicité. Je savais pas du tout pourquoi. Bon, après, c'est important et c'est pas important. En fait, c'était suffisamment peu important. Évidemment, on est quand même assez voilà, fier ou content, c'est une belle reconnaissance. Après, moi j'ai mis 6 ans avant d'organiser l'événement. Ah oui, d'accord. Oui. Je savais pas. Donc c'est pour te dire que c'est finalement pas si important que ça, parce qu'il y en a qui se précipitent et pourquoi ? Parce que finalement la Légion d'honneur, on me l'a donnée pour mille et une listes. Et je pense quand même parce qu'il y avait peu de femmes à l'époque en tant que femmes, parce que pour moi il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent autant d'emplois, qui réussissent et qui n'ont pas la Légion d'honneur. Donc je me sentais pas très légitime et finalement j'ai organisé l'événement une fois que je me suis sentie légitime. Et finalement, c'est presque plus autour de cette association Coacti Santé, de Cinéma Différence, et puis de Deuxième Avis. Et c'était juste après la polémique. Et ce qui m'a donné un coup de fouet, c'est de me dire, mais en fait, dans tout ce monde très corporatiste, tout ce monde politique dont j'ai besoin maintenant, le fait que j'ai une médaille, ça compte. Voilà. Et donc, c'est presque parce que j'en ai eu besoin pour mes combats. Que j'ai organisé la cérémonie et puis autour de combats qui me sont chers, qui sont l'inclusion, la place pour les personnes en situation de handicap et puis l'accès à la santé pour tous et l'accès à l'expertise pour tous. Et donc c'était un super moment. Voilà. Ouais. Ouais, moi j'ai eu le plaisir de pouvoir être là et en fait tu vois ce qu'on se disait avec différentes personnes en fait c'était hyper chouette de retrouver toute l'équipe de Mille et une listes où on s'était pas vu depuis super longtemps et en fait je me rappelle une discussion avec notamment avec Nathalie où on s'était dit, on savait que tu étais une femme exceptionnelle, mais on n'imaginait pas en fait tout le côté associatif et compagnie à côté. Et on s'est dit, on était vraiment genre waouh. Mais c'était tellement bien que tu sois venue, qu'une grosse partie de l'équipe soit venue. Et je pense que même dans Mille et une listes, j'ai envie de dire dans les embauches et dans l'équipe, vous avez toute cette flamme quand même d'attention aux autres. Et qui est en train d'être exprimé chacun à votre façon et qui se sentait déjà quoi. Ouais. Donc compliment retourné. Merci. Qu'est-ce que tu penses que la petite Pauline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Déjà non mais moi j'ai l'impression que j'ai une vie assez rêvée. Alors évidemment, pas rêvée
je suis pas arrivée au niveau glamour, j'en sais rien, mais moi, j'ai l'impression d'être assez comblée en fait, parce que très aimée, que ce soit familialement, amicalement. Voilà, j'aime aussi, voilà, beaucoup de. Enfin, j'ai l'impression de pouvoir donner aussi beaucoup, très engagée, et ça c'est important pour moi. Chacun c'est. Moi, je peux pas. Enfin, voilà, cet engagement, il est important, il est de plus en plus important. Et puis, avec une vie professionnelle passionnante, hein, et encore passionnante, parce que la télémédecine, là, ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, et puis les années devant nous vont aller à toute vitesse, et ça va complètement révolutionner le monde des soins. Donc, bon, je sais pas, j'aurais envie de dire que moi qui voulais être vite adulte, je comprends pourquoi je voulais l'être, et voilà. On dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? En fait, il y a tout le temps des renoncements. Le renoncement, c'est par exemple, je sais pas si c'est un renoncement ou un regret. On n'a jamais habité à l'étranger parce que voilà, mon mari est avocat, et ça, c'est vrai que moi, je trouve que découvrir des cultures différentes, vivre ailleurs, sortir de sa zone aussi de confort, qui peut être aussi une zone géographique, voilà, c'est un petit regret, ou en tout cas, en me mariant avec Lucas, j'ai renoncé à cette vie à l'étranger. Voilà, le fait d'avoir eu Orient et donc un enfant différent avec un handicap, on a moins voyagé. Là aussi, c'est une forme de renoncement, mais ça nous a apporté tellement par ailleurs, et de sensibilité à la différence, et une différence évidemment au handicap, mais beaucoup plus large que ça. J'ai l'impression que ça nous a énormément apporté. Quand on travaille, quand on entreprend et quand on travaille beaucoup, on renonce à plein de choses. On renonce, je sais pas, à des expos pendant la semaine. On renonce à des voyages qu'on vous propose au dernier moment. On est obligé d'avoir une vie un peu plus organisée. C'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir une vie plus légère. Donc, voilà, les renoncements, ils sont à la fois dans tout ce qui fait aussi un bonheur profond et un accomplissement profond. Ouais. C'est quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans le fait de devenir entrepreneur? Alors clairement, c'est la polémique, avec les syndicats de médecins et cette crise médiatique que j'ai dû gérer. C'était une atteinte personnelle. Je l'ai vécu. Après, je m'en suis. J'ai réussi à passer outre, mais j'ai vraiment vécu comme une atteinte personnelle, une injustice profonde. Et puis, c'était un vrai combat médiatique. Voilà. Donc, c'est aussi une des grandes fiertés. Oui, forcément. Parce que, que vous avez réussi. On a réussi à tenir le cap, en fait. Ouais. Et puis, à s'imposer, à argumenter, à convaincre, à entraîner. Donc, voilà. Mais c'était clairement la plus grande difficulté. Ouais. Et à cette époque-là, vous vous êtes fait coacher par une agence de communication de crise. Comment vous avez fait? Alors effectivement, quand ça arrive très vite, il y a eu un tweet que j'ai vu tout de suite, qui était très négatif, en disant voilà, un deuxième avis, pourquoi pas un troisième, quatrième, encore des gens qui veulent se faire plein de fric sur le dos des patients. Donc, on sent le truc mauvais. J'ai regardé, c'était un médecin énarque, ou en tout cas qui faisait aussi et je me suis dit, oh là là, encore plus mauvais. Et puis après, ça s'est enchaîné, c'est-à-dire que je pense que tous les journaux médicaux ont repris l'info. Ensuite, ça a été Le Monde et Le Figaro. Et donc, effectivement, quand on a été appelé par Le Monde, là, on a appelé à la rescousse quelqu'un qui faisait de la gestion de crise, et qui nous a coachés pendant une semaine, en fait, et qui nous a expliqué exactement ce qui allait arriver. Et c'est-à-dire, voilà, si Le Monde publie ou si Le Figaro publie, le lendemain, vous aurez TF1. Si TF1 publie, le lendemain, vous aurez... et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, à chaque fois, on était
j'étais coachée dans mes prises de parole. Ouais. Et heureusement, ouais. Parce que c'est bien de savoir comment le film va se passer pour pouvoir justement anticiper et savoir être bien préparé. Et puis c'est autre chose de prendre la parole et d'être habitué à prendre la parole dans un cadre assez bienveillant Oui. que dans un cadre où vous avez des kalachnikovs qui vous attendent. Honnêtement, c'est un exercice très différent et voilà, pour lequel il faut se préparer. Ouais, et puis on est loin de l'univers de la liste de mariage où on parle d'une belle histoire. Exactement. Exactement. Ouais. Et quand tu as lancé Mille et une Listes, c'était quoi tes grandes peurs? Je pense que la plus grande peur, c'est de pas y arriver. C'est peut-être la peur de l'échec, mais en même temps, je te dis ça, mais c'est pas une vraie peur. Pas parce que j'ai très confiance en moi, mais c'est que pour moi tout échec est potentiellement un apprentissage en fait. On rebondit toujours sur un échec et ça permet de se poser des questions. Donc quelque part, l'entrepreneuriat, c'est aussi une succession de petits échecs qu'on contourne. Donc voilà, la peur, c'est encore une fois, on se met quand même beaucoup en risque en entrepreneuriat. On gagne pas bien sa vie. Enfin, en tout cas, moi, dans les aventures entrepreneuriales, on gagne pas bien sa vie. Et donc, c'est quand même une contrainte pour sa famille, son foyer. Quand on est seul, on peut prendre ce risque. Et donc, la peur, c'est qu'on n'y arrive pas, qu'on soit obligé d'arrêter en milieu de guet et puis finalement qu'on fasse prendre aussi, qu'on pèse sur sa famille trop. Voilà. Mais j'ai envie de dire que c'est pas une peur bloquante. Hein. Ouais. Et quand tu as lancé Deuxième Avis, parce que on dit souvent que quand on a déjà eu un très beau succès, l'étape d'après, il y a des nouvelles peurs qui apparaissent. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas choisi, et ça je me le disais, quelque chose de confortable. Ouais. Je changeais de secteur. Ouais. Je changeais de secteur. C'est un secteur où effectivement la nouveauté n'est pas la bienvenue. Et puis, je l'ai bien vu avec. Et puis, je devais tout réapprendre en fait, parce que j'avais aucun réseau. La santé et l'organisation des soins, c'est quand même très complexe. Et voilà. Et donc, je devais tout réapprendre. Donc, je me suis sentie vraiment en risque. Et c'était pas. Et j'avais l'impression de sortir vraiment de ma zone de confort. Mais je crois qu'avec le temps, c'est ce que j'aime aussi. C'est l'adrénaline. Ouais. C'est de l'adrénaline, encore une fois. Et là, il y en a eu de l'adrénaline et il va y en avoir encore. Voilà, après les peurs, c'est tout d'un coup, en tant qu'entrepreneur, on marche avec des visions. Moi, j'ai quand même... je suis pas bien quand j'ai pas ma vision et je sais pas où est-ce que je vais aller. Parfois, on est entre deux, on sait plus très bien où est-ce qu'on va. Et donc, c'est des peurs ponctuelles, le temps de retrouver justement ce chemin... assez clair ou cet objectif assez clair. Ouais. Donc, et c'est quoi et du coup, quand tu es comme ça, comment tu fais pour justement arriver à sortir de ce brouillard et retrouver ton cap? Alors moi, j'ai plus besoin de rencontres et de discussions et d'être challengée par les autres. Et c'est vraiment les autres. Certains vont beaucoup lire. Moi, j'ai vraiment besoin d'échanger et de brainstormer avec d'autres. Et puis après, j'ai envie de dire que c'est toujours cette alchimie d'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle et familiale et amicale aussi. C'est vrai que Mille et une listes, il se trouve que quand il y avait des périodes moins faciles, à chaque fois, je ne sais pas s'il y avait un lien de cause à l'effet, mais j'ai été enceinte et donc j'avais un autre projet aussi qui me permettait de tirer plein d'énergie pour en retrouver dans un monde professionnel qui était un peu bloqué, par exemple. Là, c'est un peu la même chose. C'est le fait de pas avoir que la partie professionnelle et que vos combats professionnels. Je parle de combats parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des combats. Ça permet d'être un peu plus serein. Voilà, de tenir dans la durée parce que c'est souvent ce qu'il faut. Ouais, c'est un marathon. C'est un marathon, exactement. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Alors,
clairement d'avoir. Je vais faire deux réponses. Une professionnelle. Pendant très longtemps, je disais que j'étais fière des 85 postes créés, emplois créés dans le cadre de Mille et une listes. J'ai envie de dire que dans le cadre de deuxième avis, ce dont je suis plus fière, c'est d'avoir réussi à débloquer des verrous et à permettre à certains patients qui n'avaient pas accéder facilement à l'expertise médicale. Donc, quelque part, avoir gagné, je ne sais pas où est-ce que ça ira, deuxième avis, en termes de société, mais en tout cas, on a déjà gagné un combat et ça, j'en suis fière. Et puis après, l'autre fierté, je trouve que c'est d'avoir réussi à accepter le handicap d'Orient et qu'au niveau familial, j'ai l'impression que c'est plus une richesse qu'une une souffrance. Bien sûr, c'était une souffrance, mais voilà, on est une famille très proche et voilà, en ayant réussi à garder une forme de légèreté et en même temps enrichi de cette ouverture vers la différence. Ouais. Si tu rencontres une personne là qui ne connaît rien à ton histoire, qui voit que tu as reçu la Légion d'honneur, que tu as monté Millénis, qui a été un carton, que deuxième avis, tout roule et tu dis que tu n'en es là uniquement que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre? Que la chance, il faut la saisir. Et d'abord que c'est vrai qu'il faut un peu de chance dans ces histoires, que la famille et l'enfance a quand même un rôle extrêmement important dans le fait d'oser faire des choses, le caractère aussi. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'est de la chance d'être né là où on est né, d'avoir ce caractère de positiver, d'entreprendre, que après les opportunités, faut les saisir et ça voilà, tout le monde les saisit pas. Et que finalement chacun à sa façon peut saisir cette chance, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Le conseil qu'on m'avait donné d'ailleurs à l'époque, mais que je n'avais pas écouté, c'est idéalement de monter une entreprise à plusieurs et avec des gens très différents. Là encore, c'est pas toujours simple et c'est plus simple de monter quelque chose seul parce qu'on va plus vite, on est seul à décider, on n'est pas trop challengé, etc. Mais je pense qu'on va plus loin quand on est plusieurs et plusieurs très différents. Donc, moi, j'ai une maxime que je ressors tout le temps qui est seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Mais vraiment après deuxième avis et Coactis, je pense que c'est encore plus vrai. Donc pour moi, c'est s'entourer de gens meilleurs que toi et différents. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'est passé comment du coup l'association donc avec Catherine et Prune? C'est des personnes qui étaient dans ton entourage personnel? Alors pas du tout. Enfin Catherine oui, puisque Catherine on était dans la même promo à HEC. Okay. Et avec Catherine on est extrêmement différents. C'est-à-dire qu'elle est aussi rationnelle, gestionnaire, donc elle est sur toute la partie financière et législative et réglementaire, très structurée. Là où je suis, je pars dans tous les sens, très intuitive et très optimiste. Bon, donc on est très complémentaires et déjà c'est quelqu'un que j'avais essayé de faire venir comme DAF chez Mille et une listes. Et puis Prune, parce que moi je crois beaucoup aussi au fait à l'intergénération entre guillemets. Prune, elle a 35 ans. Elle sortait d'HEC quand je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée grâce à Mille et une listes parce que elle était dans la promotion d'HEC Entrepreneur avec la nièce de Julie Bounine. Tu vois. D'accord. Oui, c'était c'était ma base, Julie. C'était ta base, voilà. Donc c'était la nièce de Julie. Et donc voilà, Julie m'avait demandé de donner des conseils à sa nièce qui entreprenait. Okay. Et puis à la fin du café qu'on avait pris, elle me dit mais est-ce que vous embauchez dans votre nouveau projet? J'ai une amie qui serait
qui est aussi sur les sujets d'intérêt, qui a besoin de sens. Ouais. Et je sens que vous pourriez, entre guillemets, faire quelque chose ensemble. Et donc, voilà, Prune, je l'ai rencontrée un peu par ce biais-là. D'accord. Et puis, elle a été stagiaire au tout début pour un projet qui n'existait pas encore, qu'on a cherché toutes les deux. Et puis, très vite, on s'est associés. Et voilà, et c'est important parce que je trouve que, voilà, on raisonne pas forcément pareil, ni avec Catherine ni avec Prune, et que au moins quand on va quelque part, on y va de façon très solide. Ouais, oui, ça a vraiment été challengé de tous les côtés du coup. Ça a été challengé de tous les côtés. Et c'est quoi tes prochains défis maintenant? J'ai envie de dire que j'ai deux défis. Hein. Le premier, c'est d'aller jusqu'au bout c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y a Deuxième Avis, il y a Santé BD, Handi Connect, hein, ces 3 projets, puisque sur l'association, il y a aussi une équipe. C'est de faire aboutir ces équipes. Moi, je suis quelqu'un de très impatiente et tu le sais, Charlotte, ce que j'aime, moi, c'est faire émerger les projets. Malgré tout, comme c'est des projets là au long cours, l'idée c'est vraiment de déployer maintenant ces beaux projets qu'on a mis longtemps à faire émerger. C'est de les déployer, faire en sorte que tous les Français aient accès à Deuxième Avis, faire en sorte que j'ai envie de dire tous les médecins et les enfants et les personnes en situation de handicap utilisent Santé BD et connaissent Handi Connect. Donc voilà, je me réfrène un peu sur le projet d'après parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur les projets en cours qui sont des beaux projets. Et puis après, le défi d'après, ça sera de réinventer une nouvelle vie. Mais je suis pas du tout encore là. Et j'ai pas tellement enfin voilà, je sais pas encore quelle sera la prochaine vie professionnelle, mais elle est à chaque fois enrichie des vies professionnelles précédentes, donc je suis pas très inquiète. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Déjà à mes parents, hein, donc à ma mère qui est partie trop tôt, mais quand même dont l'amour a été probablement mes clés pour moi, et puis à mon père qui m'a soutenue, encouragée, et probablement en tant que femme, toujours poussée à avoir une vie professionnelle exigeante. Voilà, donc ça, je pense que c'est principalement à mes parents, du coup. Ouais. Merci beaucoup, Pauline, pour ce très bon moment passé ensemble. Puis merci d'avoir créé 1001 listes parce que ça a été le début de quand même de beaucoup de choses pour moi et puis la confiance que tu m'avais donnée à l'époque. Parce que je crois qu'on n'en a jamais parlé. Donc merci beaucoup. Et puis, merci Charlotte. Et puis très vite. Tu vois, j'aurais pu dire dans les choses dont je suis le plus fière, c'est quand même une grande fierté de savoir que vous êtes connue à 1001 listes et que vous avez fondé une famille grâce à 1001 listes. C'était chouette. C'est sympa. Ouais, en fait, on s'est connus grâce à l'école de commerce. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que Brendan, c'est grâce à lui que j'avais connu 1001 listes pour le stage, mais je le connaissais pas en fait. C'était juste un contact que j'avais sur MSN. Ça fait un peu vieux de parler d'MSN. Et ce qui est quand même fou, c'est que je sais pas si tu avais déjà su cette histoire, c'est qu'en fait, moi, mon stage commençait en janvier ou février. Et en novembre, il m'avait dit, si tu cherches, on cherche des stagiaires au marketing. Et je lui avais dit, écoute, t'es gentil, mais moi, j'ai déjà trouvé mon stage. Et je commence mon stage et là, en fait, je me rends compte que la boîte où j'étais, ça le faisait pas du tout. Et donc, je me suis dit, il faut que je me bouge, faut que je trouve un autre stage. Donc, je recontacte Brendan, mais j'avais même pas son numéro de téléphone. Et je me suis résignée. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais rester dans le stage où je suis. Et là, j'avais ma convention de stage dans la main. Il m'appelle en me disant, écoute, on avait quelqu'un qui est arrivé au marketing il y a une semaine, mais qui vient de planter Julie. En gros, elle est un peu dans la merde. Donc, écoute, ça peut être, il y a une place maintenant tout de suite. Et donc, j'ai rencontré Julie le lendemain, et puis j'ai commencé l'après-lendemain. Tu te dis, c'était vraiment le moment, une succession de choses inattendues. Voilà. C'est ça. Tu te dis, c'était improbable, mais voilà. C'était une belle. C'était vraiment une super aventure.
Eh bien, merci beaucoup, Pauline. Et puis, à très vite, j'espère, en vrai. Eh bien, merci Charlotte. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme toujours, retrouvez tous les liens sur pourquoipasmoi.co. La semaine prochaine, nous allons retrouver une autre femme dont j'ai commencé à admirer le travail avant de découvrir la femme incroyable qu'elle est. Je vous dis à jeudi prochain avec Bernadette de Gasquet.